l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Leila Tadros, 61 ans, française de Marseille. J'étais membre fondatrice de l'association ACT et actuellement membre du CA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail de formatrice, d'animatrice d'atelier? Quoi est-ce que ça consiste? Je peux vous en parler, mais d'abord il faudrait que je vous dise que j'ai une formation de sociologue de l'éducation et que d'avoir étudié ce domaine m'a beaucoup interrogée sur justement les méthodes pédagogiques, sur l'apprentissage, sur le système scolaire français et d'autres pays. Et je sentais que quand même, il y avait un changement à faire et des méthodes à revoir dans l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant longtemps. Et d'abord de critique intellectuelle, je suis passée à praticienne alternative. Quelles sont aujourd'hui les démarches sur lesquelles vous appuyez, les démarches pédagogiques, les outils sur lesquels vous vous appuyez? Alors je m'appuie sur des méthodes quand même dynamiques et alternatives et très très peu classiques, même si malgré tout notre éducation nous marque. Mais c'est tout ce qui est le courant de l'éducation nouvelle, des recherches alternatives, j'ai oublié de nom. Pour vous, qu'est-ce que ce serait par exemple l'éducation nouvelle que vous nommez? C'est vraiment quelque chose qui est un apprentissage dynamique et non linéaire. Et c'est pas vous écrivez la leçon, on fait la grammaire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase, qu'est-ce que ça vous rapporte, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'identique, etc. Un perpétuel aller-retour entre celui qui transmet et l'apprenant. Très bien. Quelles sont les références, les passeurs sur lesquels vous vous appuyez dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre engagement? Bon. Déjà, comme je disais, l'éducation nouvelle, la méthode Freinet, comment dire, les formations qui sont plus adaptées à des adultes qu'à des enfants. En fait, dans les faits, je me suis inspirée d'analyses de sociologues divers comme Roger Stablet, qui décortiquait un peu les structures d'apprentissage de l'école, Saïd Bouamama, Zirotti, Blétrac, puis des historiens ou des philosophes comme Grèche, comme Ganif Soulimas, comme Bouamama, comme Tevanian, tous ces gens un peu qui remettent en cause un peu le classique pour apporter des choses nouvelles pour mieux vivre. Mieux vivre l'enseignement, mieux vivre le passage de l'apprentissage. Est-ce que toi, tu as, à travers ces passeurs-là que tu nous cites, tu as trouvé de l'apaisement dans ta pratique professionnelle en tant qu'enseignante? Tout à fait. Déjà, les analyses de Establet, puis de Bouamama, puis de Ganis Filimas m'ont permis de voir que ce que je ressentais ou ce que j'avais découvert lors de mon apprentissage de sociologue était confirmé par des chercheurs confirmés qui avaient fait un travail énorme et qui démontraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'éducation. Dans les modes d'apprentissage, dans l'éducation nationale, je parle de la France, j'ai découvert d'autres, par le biais de mes études, j'ai dû comparer certains pays comme les États-Unis, l'Angleterre, les pays hispaniques, mais en même temps, ici, j'ai découvert grâce à l'échange d'autres choses
dans les 4 pays qui participent à l'échange. En quoi est-ce que ce que tu fais dans le cadre de ton travail, de ton engagement, participe d'après toi à une société plus solidaire, plus inclusive? Bien sûr, déjà que des jeunes soient épanouis dans leur mode d'apprentissage et apaisés, et qu'ils ne soient pas dans la concurrence, dans le résultat à tout prix, mais dans le bien-être et bien vivre l'apprentissage, ça ne peut que faire progresser les choses. C'est-à-dire? Eh bien, un jeune épanoui qui comprend et qui est ouvert va plus aller vers les autres, va plus aller vers une culture de paix, et de compréhension et d'ouverture. Quelqu'un à qui on a normé, fermé complètement sa vision, eh bien, ce sera plus difficile d'avoir cet esprit ouvert vers l'autre. Quel lien tu fais entre les pratiques pédagogiques, vues dans le cadre de ce projet, et la lutte contre les discriminations, le racisme par exemple? Je vois un lien total, quand je vois des ateliers qui expliquent les choses, des ateliers dynamiques, qui valorisent les personnes, qui dynamisent l'histoire de la personne, son origine, etc., qui est bienveillante, ça ne peut que favoriser les échanges, le lien et le changement pour une société inclusive. Quelqu'un qui est épanoui par rapport à son histoire, à ses apprentissages, etc., qui se trouve dans la norme et non dans la marge, qui sait que ce qu'il est valorisé, quelle que soit son histoire, quel que soit son bagage intellectuel ou social, ne peut qu'avoir envie d'être inclus dans la société et d'être ouvert vis-à-vis de la société. Si tu devais nous parler Je sais que tu travailles principalement dans les quartiers populaires de Marseille. Tu devais nous parler du contexte des quartiers dans lesquels tu travailles et des besoins que toi tu as identifiés justement sur les questions liées à la lutte contre les discriminations, les questions des inégalités sociales. Qu'est-ce que tu nous dirais de ce contexte-là? Ce contexte, je peux partir de mon expérience. Bon, j'interviens dans les centres sociaux, j'interviens dans le lycée et le collège maintenant. Pour ACT et pour d'autres associations. Mais auparavant, j'étais enseignante dans un quartier populaire et j'étais enseignante dans un lycée où on envoyait tous les exclus du système public des enfants. C'était le privé du pauvre et non le privé sélectif. Et il y avait vraiment une souffrance. Et j'ai fait tout un travail de réflexion avec mes élèves qui n'ont pas compris, d'ailleurs, qui étaient très surpris de la démarche, qui me trouvaient très bizarre pour une prof, comme elle disait. J'ai été très bizarre, mais j'étais tout le temps en train de les valoriser, j'étais pas dans la notation, j'étais toujours dans la valorisation de ce qu'ils me présentaient. Je faisais en sorte que tous soient perçus comme au même niveau. Ça n'a pas été un travail facile, etc. Quand un élève, on convoque un parent en lui disant ça se passe bien, quand vous demandez à voir ses parents, et que les parents disent qu'est-ce qu'il a fait encore, et que lui dit quoi, qu'est-ce que j'ai fait, pour que je vois les parents, et que je lui dis non, c'est justement tes parents, ils t'élèvent, moi je t'enseigne, je te forme, donc il faut qu'on se coordonne, que ce soit bien ou pas bien. Et ça m'avait surpris que ce côté positif ne soit pas compris. Et il y a quand même une relégation des quartiers populaires, une orientation différentielle des jeunes, il y a une concentration de problèmes, ils ne s'aiment pas, ils ne se considèrent pas. Donc quand il y a une démarche de bienveillance et de reconnaissance, même s'il n'y a pas des acquis scolaires ou des validations d'examen, quoi que ce soit, d'avoir bien vécu ce moment, je pense que c'est très important pour la construction de l'individu, la construction de la société. Est-ce que tu peux nous parler aussi tu l'as évoqué, de tes engagements? Est-ce que pour toi, la pédagogie, c'est un acte politique? Ah oui. Oui. Oui, alors
Dis-nous pourquoi. Pourquoi est-ce que la pédagogie, c'est un acte politique? Parce qu'on réfléchit, on est constamment en construction, on essaie d'améliorer les méthodes de transmission. Pédagogie, le mot résume à lui seul. C'est pas une pédagogie fermée. Pédagogie, pour moi, ça ne peut être que ouvert. Ça ne peut qu'être qu'une méthode, des méthodes plutôt, de bien vivre le savoir. Et du coup, ça nous interroge finalement sur la notion de politique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ah oui, quand on te dit « Ah non, non, nous, moi ça ne m'intéresse pas que les jeunes vivent bien, moi je veux le champ lexical et grammatical de tel texte. Moi, l'éducation nationale, c'est ça. » J'ai eu des commentaires quand j'étais enseignante de l'inspecteur de l'éducation nationale qui m'a dit que je n'étais pas une éducatrice spécialisée, mais que j'étais une enseignante. Or, l'enseignant, il doit écrire au tableau, il doit transmettre des savoirs, ne pas discuter, et point. Malheureusement, j'ai eu des personnes comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres, heureusement. Mais malheureusement, je me suis trouvée confrontée à ce genre de personnage. Mais j'ai maintenu quand même ma démarche. Et même si j'étais drôle comme prof, comme disaient mes élèves, la richesse de l'éducation alternative, style éducation nouvelle ou style freiné, pour moi, elle est irremplaçable. Est-ce que tu peux nous parler du public cible? Là, tu nous parlais des élèves des quartiers populaires de Marseille. Ça peut être aussi des réfugiés avec lesquels tu as travaillé, des demandeurs d'asile. Quel regard on porte sur eux en France pour toi? Ils sont invisibles, voire méprisés. Dans une grande partie des cas, moi, je suis intervenue auprès du public primo-arrivant, mais vraiment primo-arrivant. Eux-mêmes, ils étaient très surpris par la démarche. Parce que eux, ils devaient apprendre l'alphabet pour pouvoir déchiffrer, par exemple. Et bon, les méthodes alternatives démontrent que c'est pas ça la base. D'abord, c'est la communication, et puis après, intégrer petit à petit les données classiques. C'est encore trop marginalisé et pas assez développé et beaucoup composé de bricolage malheureusement. J'ai connu le monde des centres sociaux et des associations. Il manquait beaucoup des temps d'échange, de formation, parce que c'était des personnes qui étaient bénévoles. Et mais ces échanges et la réflexion que j'ai faite par moi-même et par au sein d'actes, c'est qu'il y a vraiment besoin de se poser à chaque fois, d'échanger, d'innover, de se donner des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des ateliers, comme on l'a fait maintenant en Belgique, ici, j'espère en Italie, nous-mêmes en France, on a invité d'autres associations qui nous ont donné plein d'éléments, de matériel pour enrichir la réserve d'exercices, d'ateliers qui permettent de valoriser les gens, d'apprendre ensemble. Alors, nous sommes en 2020. Si vous deviez nous parler de 3 chantiers que vous souhaitez développer pendant cette décennie, toujours en matière d'inclusion, qu'est-ce que ce serait? Moi, je me suis rendu compte que géographiquement, j'étais pas très branchée. Et donc, ça m'a déjà... Mon premier chantier personnel, c'est m'informer sur les pays frontaliers déjà. Leur mode, leur système, leur gestion, leur gouvernement, leur langue, leur région, leur approche, etc. Moi, les échanges m'ont beaucoup ouvert à ce niveau-là. Parce que j'étais habituée aux échanges avec les pays du Sud, un peu les pays du tiers-monde, mais pas les pays européens. Donc déjà, là, ça m'a donné envie de comprendre. Ensuite, mon deuxième chantier, c'est développer, animer des ateliers différents, inspirés de ce que nous avons suivi, en plus que ceux que je pratique, et de suivre encore des formations. Et puis, créer un groupe de réflexion et d'échange sur le différent et le commun, c'est qui existe déjà,
mais aller un peu plus loin, et dans différents cadres et dans différents lieux. Alors, je sais que tu as maintenant 60 ans. Si tu avais des messages à faire passer à des formateurs, modérateurs, animateurs d'ateliers qui commencent à peine leur carrière dans le domaine de Je dirais l'inclusion, qu'est-ce que d'abord tu leur dis? échanger, parler, créer des groupes d'échange, c'est extrêmement important. Je connais comment est la vie d'un formateur ou d'un enseignant. On a trop de portes, on est démunis, on a les réunions formelles, institutionnelles, où on ne peut pas révéler ses questionnements, parce que ça veut dire automatiquement qu'on ne sait pas gérer une classe, qu'on ne sait pas travailler. Or, c'est pas ça. Travailler, c'est apprendre, échanger en permanence, avoir des lieux vraiment où sortir toutes ces questions. Moi, j'encouragerais à faire des groupes formels, informels d'échange. Je dis que c'est la base et bénéficier des expériences. Ne jamais rester seul. Ça, je dirais, j'ai trop vu de gens démunis, mal dans leur peau, démissionner ou faire semblant. Voilà. Le groupe de travail, l'échange, mais toujours dans la bienveillance. Est-ce que tu encouragerais ce type d'échange, de pratique entre Européens et pourquoi? Ah oui, pas seulement européens. J'encouragerais les échanges mondiaux. Parce que vraiment, je m'aperçois qu'on a beaucoup de communs. On a des différences, mais beaucoup de communs. Et travailler au commun, pour moi, contribue à l'ouverture et à la culture du pays. Merci. Merci beaucoup.